Moi, j'ai vraiment une croyance que n'importe quelle idée, si tu l'itères assez longtemps, va être un succès commercial. Les ventes étaient bonnes, les vélocités étaient bonnes, on avait bâti notre e-commerce, t'sais. Beaucoup d'indicateurs étaient verts, t'sais. Ça faisait, dans le fond, 5 ans qu'on avait commencé. Puis là, t'es comme, là, c'est le temps, on accélère. On est où, Claude? On est à l'usine de Evive Nutrition. Mon Dieu, qu'on est excités! Dominique Dubé, bienvenue au Startup Podcast. Tu es le cofondateur de Evive Nutrition. Vous êtes spécialisé dans la fabrication de smoothies surgelés principalement. Il y a un an, on a reçu Claudia, ta cofondatrice et partenaire de vie, sur notre podcast. C'était une discussion super intéressante et ça a été un des épisodes les plus populaires dans notre première année de podcast. Donc, on a vraiment apprécié. Mais là, on a beaucoup de nouvelles personnes qui nous suivent. Donc, on va tout de même replonger dans les débuts de l'histoire de Evive Nutrition aujourd'hui. Donc, merci d'être ici. Ça fait plaisir. Merci de me recevoir dans votre studio. Puis, si je me répète ou je répète Claudia, vous me le direz. C'est ça. Non, on va se répéter un peu, mais on a tellement de nouvelles personnes sur nos plateformes que c'est très C'est une autre perspective, Claude. Puis moi, on n'a pas vécu les 8 dernières années de la même façon. C'est clair, c'est clair. Fait qu'on va tout de même mettre le lien de l'épisode de Claudia en description pour ceux qui ont envie d'aller voir. Mais sinon, aujourd'hui, on va quand même... on va peut-être se répéter, mais l'histoire, moi, je la trouve intéressante. Donc, ça nous fait plaisir de replonger là-dedans. Alors, peux-tu justement nous ramener dans les débuts de Evive? Comment ça a commencé? Ben, on retourne en 2015. Fait qu'on était encore à l'université. Claudia et moi, Claude, elle faisait sa maîtrise en psychoéducation. Moi, je terminais mon bac en génie mécanique. Fait qu'on n'était pas dans l'alimentaire, on n'était pas en affaires. On savait juste, en tout cas, là, je parle pour moi, je savais juste pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Okay. J'avais fait des stages en génie mécanique, puis il n'y avait rien qui m'avait vraiment plu. Puis j'avais fait une compétition entrepreneuriale à l'Université de Sherbrooke, puis c'est là que j'avais découvert que l'entrepreneuriat, c'était un métier possible. Fait que là, j'étais comme, OK, ben qu'est-ce que je fais après mon bac? Je pars sur quelque chose, un projet, tu sais. Puis c'était vraiment les débuts de... Vraiment, j'avais plein d'idées, là, tu sais. Un projet dans le médical, un projet dans la bière. Tu sais, je brainstormais vraiment, tu sais, comme en mode créatif. Qu'est-ce que je peux faire comme projet? Mais je savais que je voulais créer quelque chose. Puis à ce même moment-là, Claudia était en grosse transformation au niveau de son alimentation puis de son bien-être. Elle avait commencé à faire du yoga. Elle était devenue végane à ce moment-là. Donc, on avait commencé à cuisiner vegan à la maison. Puis, les smoothies, c'était une très grosse partie de ce revirement de bien-être-là. Des smoothies vraiment nutritifs à chaque matin avec un paquet de super aliments. Puis là, on se ramène en 2015, là, de la spiruline, du baobab, de la moringa. Même encore aujourd'hui, c'est quand même assez niche, là. Mais elle mettait tout ça avec du kale, des fruits congés. Puis, elle faisait notre déjeuner, dans le fond. C'était ça, puis c'était hyper boosté. Puis on se sentait très bien. Puis là, l'idée est venue de dire, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, de prendre toute cette complexité-là de faire un smoothie le matin qui est on s'entend, ça peut être long, ça salit la cuisine, il faut un blender, coûteux ça fait aussi. Du coûteux, les super aliments, des petits pots de spiruline à 40$ le petit pot, tout ça. Fait que, est-ce qu'il y a moyen de prendre cette qualité de smoothie-là puis de le rendre accessible et simple? Puis c'est là qu'on a eu quelques idées, dont préfère les smoothies dans des cubes à glaçons. Donc, le matin, la seule chose qui restait à faire pour nous, c'était de rajouter notre lait d'amande ou notre lait d'avoine, puis de laisser fondre les glaçons, puis de le shaker en allant à l'école. On était encore à l'université à ce moment-là. Fait qu'on mettait nos petits cubes, mettait notre lait d'avoine dans un pot maçon, on partait, puis on shakait ça. Puis là, on se disait, wow, l'expérience est vraiment bonne. C'est la même qualité nutritive que si on l'avait fait le matin même, mais on n'a pas tout le trouble du matin qu'on est pressé, puis de faire le smoothie. Fait que là, on a vraiment tombé en amour avec l'idée, parce que ça rejoignait sa passion pour l'alimentation, moi, mon désir de partir quelque chose. Fait qu'on s'est comme lancé là-dedans. Temps partiel pendant 2 mois. Elle a continué de travailler, puis elle a continué sa maîtrise. 2-3 mois. Puis moi, je me cherchais. Il fallait que je fasse de l'argent. Fait que j'ai commencé à faire du porte-à-porte, puis je vendais des cours d'asphalte pendant 3 mois. Ah ouais, hein? Wow. Fait que vraiment, quand tu as fini ton bac, t'étais comme moi, je m'en vais pas travailler en génie. Ben, je pouvais pas, tu sais, je voulais pas aller travailler en génie parce que là, ça voulait dire travail temps plein, tu sais, je me cherche une vraie job de vie. Ouais, puis là, je rentre dans un parcours qui me tentait pas, puis je pouvais pas, ben, il fallait que je fasse de l'argent, je pouvais pas juste faire mon projet, mes projets d'affaires que j'avais en tête. Fait qu'il fallait que je trouve une job qui serait hyper payante avec pas beaucoup d'heures investies.
Fait que il y avait pas c'est ça, dans le fond, il n'y avait pas 1000 options. J'avais checké pour être serveur, mais tu sais, c'était bon les horaires puis tout ça, puis aussi le fait que j'avais comme un bac quand j'allais porter mes CV. Mon CV était pas très bien adapté pour être serveur là, tu sais, c'est comme OK, t'as fini ton bac en génie, clairement que tu te cherches une job puis que tu vas partir la seconde que tu vas avoir une job. J'ai été porté genre 25 CV à Sherbrooke d'un resto. Personne m'avait rappelé. Aujourd'hui, t'aurais été rappelé. On était en 2015, j'avais clairement pas de pénurie de main-d'œuvre parce que personne m'avait rappelé. fait que serveur marchait pas. Fait que là, je vois sur Kijiji une annonce. C'était quoi? C'était vendeur porte-à-porte ou vendeur 100% commission. Il devait avoir un tagline genre payant ou de quoi parce que j'ai comme contacté le gars puis on était dans un Tim Hortons puis il m'a expliqué comment ça marchait. Il dit tu fais du porte-à-porte, tu vends des services de réparation puis de cours d'asphalte puis si tu trouves des clients, ben t'es payé 100% commission. Si tu trouves pas de clients, tu fais pas d'argent. Puis c'était-tu payant? Ben les premières fois que j'ai été, mon pitch était pas une pointe, là, fait que j'ai fait des soirées puis des week-ends où je faisais pas aucune vente, t'sais, fait que là après 3-4 fois, j'étais comme ça fait aucun sens. Puis là ça a commencé à mieux aller. J'ai fait une soirée où que là ça avait bien tombé, j'avais eu des clients, puis là j'étais comme OK, je viens de faire genre 300$ dans ma soirée, puis ça m'a pris 3 heures, mettons, parce que ça avait bien tombé, c'était le bon quartier, tout ça, les gens cherchaient ça. Fait que j'ai commencé à faire ça les fins de semaine, puis là, je faisais en 4-5 heures semaine, je pouvais faire 500-600$. C'est fait que j'avais besoin juste de ça pour payer mes trucs, puis le reste du temps, il me restait toute ma semaine pour faire Evive. OK, très cool. Puis avant qu'on plonge davantage dans Evive, j'aimerais savoir si tu peux nous décrire brièvement vos personnalités à toi puis Claudia, parce que là, tu sais, tu nommes la créativité, le bien-être pour elle. Vous êtes une équipe dans toutes les sphères de votre vie. Ça fait 12 ans que vous êtes ensemble. T'sais, c'est fou là, d'avoir vécu tout ça. Fait que t'es-tu capable de nous dire en quelques mots, tu sais, comment vous vous complétez? On est vraiment très complémentaires parce qu'elle va faire tout le volet plus marketing, image de marque, produit. Tu sais, l'âme d'Evive, c'est vraiment Claudia. T'sais, on se ramène au début où qu'elle, c'était vraiment, on était pile sur sa passion, sur ses centres d'intérêt avec l'idée. Puis moi, c'était vraiment plus l'entrepreneuriat. Fait que c'est vraiment elle, on la voit comme l'âme de la compagnie. Puis moi, c'est vraiment plus au niveau de l'exécution, opération, aller chercher du financement, éteindre des feux, voyage d'affaires, tu sais, comme vraiment dans l'action, là. Moi, j'aime vraiment ça quand il y a plein d'affaires dans ma journée, puis que je fais plein de choses en même temps, puis que ma tête n'arrête pas de spinner. Puis Claude est vraiment plus dans le bien-être, le côté holistique des vivres qui est comme vraiment, vraiment important. Puis là, aujourd'hui, avec 2 enfants, elle a vraiment plus pris un rôle plus passif dans l'entreprise. Elle n'a pas de rôle actif, mais toutes les décisions importantes passent quand même par elle. Fait que les nouveaux produits, les refontes d'emballage, les grandes décisions d'entreprise, elle est toujours consultée, mais c'est pas beaucoup d'heures. Fait qu'elle peut se concentrer sur les petits bébés. Mais oui, vous avez 2 enfants. C'est vraiment adorable puis c'est le fun. Tu sais, on connaît pas tous les détails puis on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est beau que vous ayez la possibilité de vivre tout ça ensemble, d'avoir les enfants. T'sais, vous avez quand même attendu... ça fait 8 ans et demi là, que vous avez Evive. C'est une grosse décision, avoir des enfants d'entrepreneuriat. Ouais, ben tu sais, dans les premières années, ça aurait été vraiment apocalyptique. Là. Quand les 2 parents, ou quand les 2 parents sont en affaires dans le même projet, plus les enfants, tu sais, je pense que ça aurait amené un lot de stress puis d'intensité. Puis sûrement qu'on le filait, là, parce qu'on n'a même pas pensé à avoir des enfants dans les 6 premières années d'Evive. Puis là, à un moment donné, tu sais, les choses ont commencé à être plus stables. On avait une équipe, puis on avait surtout un désir d'avoir des enfants. Fait que, oui, c'est ça. Très cool. Mais moi, j'ai une question pour toi parce que, tu sais, tu parles de l'éveil de Claudia, de son yoga, l'alimentation. Toi, est-ce que ça a suivi un petit peu plus tard ou, tu sais, est-ce que tu as eu un moment donné un peu comme elle, un breakthrough où tu as fait comme, OK, à partir de maintenant, c'est ancré en moi? Parce qu'on le sent que c'est quand même ancré en toi en ce moment. Tu sais, t'es le gars des cold plunge, genre à tous les matins, on te voit dans le lac, dans l'eau, genre, tu sais, tu déneiges ta patinoire en maillot de bain la fin de semaine. Je suis comme... On voit tout ça aller. Mais pour faire ça, il faut quand même avoir eu un éveil spirituel ou du moins prendre conscience de son corps, de sa santé. Donc, t'es quand même rendu là, toi aussi, de ce que je perçois. Est-ce que t'es rendu là ou est-ce que t'as eu un moment
clé là, que tu te souviens que ça a shifté pour toi? Non, ça a vraiment, pour moi, plus été progressif. Claude, ça a vraiment été du jour au lendemain. Puis j'étais déjà avec elle. Moi, j'ai vécu le avant éveil spirituel de Claude et le après. Tu sais, le avant, c'était, tu sais, on était jeunes, mais tu sais, elle était comme tous les ados, là, tu sais, elle sortait, tout ça, puis elle buvait. Puis il y a eu le après où, tu sais, elle était vraiment comme, OK, ma vie, c'est prendre soin de moi, le bien-être. Puis elle a commencé à travailler beaucoup sur sa spiritualité, son yoga, son alimentation. Puis elle a vraiment fait un chemin incroyable. Ouais. Puis moi, ça a été plus progressif. Au début, surtout en voyant, tu sais, Claude, voir comment que ça l'impactait positivement. Tu sais, quand elle a dit « change d'alimentation », moi, j'ai eu un frein au début parce que c'est comme « ben non, j'ai tout le temps fait ces recettes-là, j'ai tout le temps mangé de même, nanana. » Fait qu'après une couple de mois, OK, ben tu sais, tu commences à revisiter un peu tes recettes, puis ton panier d'épicerie, puis où tu vas faire ton épicerie. Puis ça a été vraiment plus progressif au niveau de l'alimentation et du bien-être. Au début, j'étais comme full fermé sur la méditation, le yoga. Puis à un moment donné, j'étais comme OK, I'll give it a try, puis tranquillement. Puis là, aujourd'hui, tu sais, bon, je te dirais, pour moi, ce qu'il y a devant moi, c'est vraiment... méditation, m'asseoir pendant 20 minutes, 30 minutes, je l'ai essayé, c'est moins mon jam. Fait que je trouve mon propre rituel qui est différent de celui de Claudia. Claudia, c'est yoga, au moins à chaque jour, pas mal à chaque jour. Puis elle a ses trucs à elle. Moi, c'est justement cold plunge le matin. Là, je commençais à faire plus des respirations, mais ça me prend comme 5 minutes, juste comme bien m'oxygéner le matin, puis bien manger, puis... Je trouve vraiment un bel équilibre de bien-être là-dedans. Mais j'ai pas 1000 recettes d'affaires que je fais. C'est pas mal ça. Non, mais j'aime ça. Puis le c'est bien sport, aligné. évidemment. Oui. Ben oui. C'est bien aligné avec vos personnalités. Tu sais, justement, elle, c'est plus posé. Le yoga, elle prend son temps, puis tout ça, pleine conscience. Toi, c'est comme, cold plunge. Cold plunge, respire 5 minutes, café, let's go. Ça part, let's go, la journée est remplie. C'est vraiment cool. Merci pour ce partage de vos personnalités et tout. Puis là, on retourne un petit peu à justement le début des vivres, les premiers mois. Ouais, vous faites ça dans votre cuisine. J'étais rendu à vendre des cours d'asphalte, mais là, après ça, on laissait faire les cours d'asphalte. Okay. On était tombé de temps plein. Ça dure longtemps, le monde qui font du porte-à-porte. Non, 3 mois à peu près. Okay, puis après ça, on avait été chercher un petit prêt là, de BDC, tout ça. Fait qu'on avait un petit peu de cash flow, puis on a commencé à... Puis on n'avait pas de dépenses. Là. On payait, notre appartement nous coûtait 350$ par mois à Sherbrooke. Fait qu'on a commencé full-time et vivre. On fabriquait les produits à Sherbrooke. À ce moment-là, on voulait faire des souvenirs en cube. On savait pas trop comment les faire. On n'avait pas d'argent pour acheter de la machine. Fait qu'on avait un petit local commercial à Sherbrooke. Puis on coupait carrément les cubes à main, à bras. Fait qu'on coulait du smoothie dans des plaques à cuisson. On les congelait dans des racks. Puis avec un gros couteau, genre... Gros même, là, avec 2 poignées, là, des 2 bords. Le coupait des cubes. Pelletait ça dans des sacs. Puis on livrait ça dans les épiceries naturelles. Puis on avait des clients aussi qui commandaient en ligne. Avant de plonger dans la suite de notre épisode, permettez-moi de vous parler de notre partenaire RH qui incarne l'esprit même de l'entrepreneuriat et du développement humain. Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat n'est pas seulement dans leur ADN, c'est au cœur de tout ce qu'ils font. En tant que leaders en coaching, en développement organisationnel et en stratégie d'impact en ressources humaines, ils sont les architectes de cultures fortes et innovantes dans les organisations québécoises. Ils croient au pouvoir de la collaboration, à la force du partenariat. Avec Sismic, la transformation devient réalité. Leurs mots-clés, performance, engagement, expérience. Nous sommes fiers de les avoir comme partenaires sur Startup. Leur soutien à la relève entrepreneuriale, c'est plus qu'une cause sociale, c'est une philosophie d'action. Alors si vous cherchez à innover, à bâtir une culture forte, à propulser vos équipes vers l'avant, faites équipe avec Sismic Culture d'Impact. Maintenant, replongeons dans l'inspiration avec cet épisode. Là, ça soulève plusieurs questions. Tout d'abord, comment vous avez établi votre clientèle? Est-ce que, dès le début, votre vision, c'était comme, on va bâtir quelque chose de gros avec ça? Ou c'était comme, on aime ça, on fait des smoothies? Ben, l'affaire qui m'a le plus surpris, je pense, en 9 ans, là, c'est qu'il y ait du monde qui ait commandé quand on a ouvert une page Facebook. Pourquoi ça t'a surpris? Ben, moi, j'étais comme, qui va commander? Tu sais, j'étais comme, OK, ben oui, mes sœurs, mes amis à l'université, oui, je vais avoir une couple de commandes, mais je vais connaître les noms, tu sais. Puis là, on a ouvert la page Facebook, on a ouvert le site web, on a eu une couple de centaines de followers, amis d'amis, tout ça. Puis là, on a commencé à avoir des commandes, puis là, j'étais comme,
je connais pas les noms. Genre, qui êtes-vous? Pourquoi? Comment vous avez trouvé? Pourquoi vous achetez? Tout ça. Puis ça m'a vraiment surpris. Tu sais, c'était ma première entreprise. Puis là, j'ai comme catché que, OK, genre, tu peux vendre dans la vie. C'est pas, c'est pas si tough que ça, vendre. Après ça, il y a plein d'autres complexités. Puis on n'avait pas des milliers de ventes. On avait une couple de dizaines de ventes à chaque semaine qui venaient juste comme de même, là, word to mouth. Ils nous trouvaient. Fait que là, c'est ça. C'était le fun. C'était le fun. Okay. Puis là, on fabriquait ça à main, on les pétait dans des sacs, on livrait avec notre petit auto. Puis, dans un congélateur. Dans un congélateur dans l'auto. C'était super bancal. Ouais. Mais tu sais, on testait le concept comme ça. Ben oui. Puis après ça, on a appris que pour vendre dans les épiceries, il y avait des distributeurs. Puis là, on a comme un petit peu commencé à comprendre, après 6 mois, là, tu sais, de faire ça un peu tout croche, là, on a commencé à comprendre comment que ça allait se passer. Il fallait rentrer dans plus d'épiceries, il fallait faire affaire avec des distributeurs. Il y avait des courtiers aussi qui pouvaient nous aider. Fait qu'on a commencé à rencontrer un paquet de monde, puis on a commencé à rentrer dans plus d'épiceries. Là, tu dis ça, puis je me dis, aujourd'hui, en 2024, est-ce que je peux rentrer dans une épicerie avec mes smoothies dans un... Oui? OK, ça se fait. Mais dans le sens que je me dis, ça, tu sais, c'est artisanal un peu. Là. Tu coupes ça chez vous, puis tu vends ça dans une épicerie. On dirait... Mais c'est tellement... Tu sais, là, on a visité l'usine, là, puis on va le voir plus tard, mais c'est quand même chirurgical là, comme processus. Mais là, c'est ça. Il y a plusieurs étapes. Si tu fais ça, mettons, sur ton comptoir de cuisine, probablement... tu vas peut-être rentrer dans quelques épiceries autour de chez toi, mais tu sais, nous, on avait quand même, à ce moment-là, quand on est rentré dans les épiceries, on avait un petit local commercial, certifié MAPAC. OK, vous aviez vos certifications de base. Mais tu sais, tu rentrais là, c'était pas qu'est-ce que vous allez voir là, à l'usine. Là. Non, c'est ça. Là, on est vraiment à un autre step où, pour vendre à des grosses chaînes comme Loblaws, Costco, aller aux États-Unis, là, il faut des niveaux de certification next level. Mais pour vendre à quelques IGA, quelques épiceries naturelles ici et là pour tester ton produit. Tu n'as pas besoin de la grosse usine. Okay, ça, je pense que c'est une affaire importante à comprendre. Mais quand tu scales up et que tu as besoin de rentrer dans les grosses chaînes, certainement. Là, il y a des grandes certifications. Ouais. Puis, comment on est passé de on fait ça dans notre petit local à on a des roulettes brevetées, puis let's go, on se produit dans une usine? Fait que c'est ça. On coupait nos cubes à la main. On a coupé à la main pendant... proche de 3 ans. 3 ans? Ouais. À la fin, j'avais des tendinites de façon permanente dans mes poignets. Parce que je pensais vraiment pas que ça avait été aussi. Je travaillais au froid. On est parti de Sherbrooke, puis on a déménagé l'usine de la production à Saint-Hyacinthe, dans un centre de recherche, où que là, on pouvait louer de l'espace puis des machines. Puis on a commencé à fabriquer là-bas. Puis on coupait tous les cubes à main. Puis là, on était rendu dans une couple de centaines d'épiceries. C'était quand même du volume qui faisait que on coupait beaucoup de cubes. C'est sûr que oui. Aviez-vous des employés? On avait des employés à ce moment-là. Ouais, pas une tonne, 2-3 employés d'usine, à l'usine. Puis là, on a atteint un stade où comme là, c'est plus viable. On ne pouvait pas continuer comme ça. Fait que là, j'avais fait faire une machine pour couper automatiquement les cubes. Ça a été un flop monumental. La machine n'a jamais marché. Puis là, on a vraiment frappé un mur de dire on arrête. On arrête ou on trouve une solution. Puis c'est là qu'on a eu l'idée des roulettes de smoothie que tu devais breveter. Parce qu'on avait frappé ce mur-là, on était comme, on peut pas couper de la glace. Il n'y a pas de business là. Ça se scale pas. Fait que c'est soit qu'on trouve une façon de les mouler avec une grosse chaîne, puis là, c'était des investissements monumentaux, ou on pense différemment. Puis là, on s'est dit, pourquoi qu'on le vendrait pas dans un petit moule à glaçons recyclable? Puis, je suis curieuse de savoir, à ce moment-là, ça fait 3 ans, est-ce que c'est rentable? Est-ce que vous faites de l'argent? On n'avait pas beaucoup d'investissement, fait qu'on était quand même pas mal en équilibre. On faisait pas d'argent, mais on se gardait en équilibre parce qu'il fallait que ça se tienne tout ça, mais on se versait à peu près rien comme argent. Puis comme salaire, juste pour vivre, payer nos affaires. Ouais, puis la machine, mettons, dans laquelle vous avez investi qui n'a pas marché, ça, c'était-tu genre, aïe, on a mis beaucoup d'argent? C'était 15 000, mais c'était un prêt qu'on avait été chercher pour la payer, puis tout ça. Fait que... Mais c'était pas... Mais après ça, il y a eu d'autres erreurs. Oh, j'imagine. 15 000, c'est... Mais pas grand-chose aujourd'hui. On en a fait des plus grosses. 15 000 quand c'est sur ta marge mais c'est tout le temps, c'est ça, c'est tout le temps par rapport à où que t'es, tu sais. La prise de risque, c'est ça. C'était énorme pour nous, on capotait. C'est ça, vraiment. Fait que là, finalement, vous en venez à la conclusion de créer des petites roulettes. Oui, on invente les roulettes, on trouve une façon de les remplir, on trouve une façon de les sceller.
Puis on commence, assez manuel, tu sais, mets ça dans étape 1 pour la remplir, étape 2 pour la sceller, étape 3, quelqu'un qui met dans le sac ou la boîte. On en fait 2000 par jour, 4000 par jour, 5000 par jour. Puis là, tu t'améliores, tu trouves des nouvelles machines, tout ça. Là, à un moment donné, on est comme, OK, on est rendu 15 sa petite ligne de production, tout manuel, tout ça. Pas de sens. OK, il faut une machine automatique. Va chercher un autre prêt. Achète une machine à 65 000 en Asie, parce que les machines ici coûtaient comme 200 000. Fait qu'achète la machine en Asie. J'envoie un consultant là-bas que je dis, là, je veux pas me tromper. Va là-bas, assure-toi que c'est sa coche. T'sais, je veux pas me tromper. Je venais de me tromper avec mon autre machine. Ouais. Il s'en va en Chine. Le gars, il dit que c'est un expert, tout ça. Il a quand même un bon CV. Il a fait de l'alimentaire pendant 20 ans, tout ça. Il s'en va là-bas. Revient ici. Il dit, ouais, donc, green light, parfait. La machine, on l'a testée, ça marche, impeccable. Fait qu'on met ça dans le bateau. La machine arrive 2 mois plus tard. Elle n'a jamais marché. On dirait que j'avais le feeling, là, tu le racontais au début, j'étais comme, ça marchera pas, elle non plus. Genre 60 elle tourne, elle fait des mouvements. Elle fait des mouvements, mais elle remplit 3 cups, là, elle explose le 4e. Puis là, comment ça explose? C'est parce que comme il y a telle affaire, OK, il faut solidifier. Fait que là, on a passé des mois à essayer de la patenter pour la faire marcher, mais c'est tellement de mouvements puis de cycles. Il faut tellement que ça soit parfait. Minutieux, parce que le cup n'est pas tout le temps parfait. Des fois, il est un petit peu croche. Le produit n'est pas tout le temps la même viscosité. Des fois, un peu plus froid. Tu changes des petits paramètres, puis là, tout éclate. Fait que la machine était tellement pas bonne qu'elle n'était pas capable de jouer avec des fluctuations de paramètres. Ah ouais, fait que ça faisait que tu roulais, tu faisais 10, 15 cups, peut-être 100 cups. Mais quand ton 101e éclate, puis ta machine est tout crottée, tu viens de perdre, une heure. Puis des pertes de produits aussi, là. Des pertes de smoothie, puis c'est sûr aussi. Fait qu'on on est retourné à la fabrication avec nos petites étapes manuelles, puis là, on a dit, là, il faut acheter une vraie bonne machine. On a acheté une machine faite ici, sur la rive-sud de Montréal. Nice. On a été chercher le financement pour ça. Puis là, depuis ce temps-là, on roule avec ça. On a 4 machines faites ici, full automatique. Ça marche très bien. Puis, est-ce que, mettons, parce que là, vous aviez vos petites roulettes, c'était-tu difficile de trouver une machine qui allait pouvoir fonctionner? Parce que des fois... C'est custom. OK, c'est custom. Ça. Ouais. C'est ça. Nous, on leur dit, gars, voici notre packaging, voici notre produit, voici tous les paramètres. Il faut en faire tant par minute. Puis là, leur ingénieur travaille là-dessus. Parce que souvent, tu as des têtes de robots. De ce que j'ai compris, là, c'est comme tu achètes la tête, puis après ça, tu engages quelqu'un qui va te faire tous les bras, genre les petits bras, puis toutes les affaires. Là. C'est un peu ça? Genre, ouais, dans le fond, le frame de la machine n'est pas tout custom. C'est les mêmes machines qu'ils vont prendre pour emballer du yogourt ou d'autres trucs. Ouais. Puis il y a certaines pièces qui sont super spécifiques à notre contenant et à notre produit. Ouais. OK, wow. Puis aujourd'hui, vous en avez 4. Vous pouvez produire... On peut produire au-dessus de 100 000 cups de smoothies par jour. Puis toi, justement, ayant ton bac en génie, tout ça, est-ce qu'il y a une partie de toi qui est fascinée par le mécanisme derrière ça et tout, ou comme... Non? Quand même, ouais. Mais tu sais, est-ce que j'irais concevoir ces machines-là pour faire ça temps plein? Non. Non. Mais quand tu regardes, t'es genre, hey, c'est hot. Ouais, c'est hot. J'aime ça. J'aime ça magasiner des machines, j'aime ça les installer, j'aime ça les voir rouler. Ouais. J'aime ça descendre dans l'usine, voir comme les étapes, donner des petites recommandations non sollicitées, sûrement mauvaises. T'es comme chez des petites affaires. Ouais. OK, ça c'est cool. Donc là, finalement, on en est venu à les petites roulettes qui fonctionnent et tout. Puis, on est à quelle année quand cette machine-là qui fonctionne bien, qui est conçue ici au Québec, est là? 2019. Quand même, là, ça fait pas si longtemps. Ouais. Comme, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on roule bien, qu'on a comme sorti notre gros défi de produire le produit. Puis là, à ce moment-là, vous vous dites-tu, on a d'autres idées, on innove? Oui, c'est ça. Après ça, en 2020, là, on était OK, là, on arrive à produire, les ventes pressent bien. On a lancé dans l'Est du Canada, en Ontario. Là, on va lancer aux États-Unis. Puis là, on est comme OK, on a plein d'autres idées de produits. Fait c'est là qu'on a lancé des soupes, des repas en cubes. Puis ça n'a pas très bien été. Non. Tu le dis pas fort, mais on va mais je sais que vous vouliez parler de processus créatif, puis peut-être qu'on peut rentrer là-dedans, mais ça a été... Il y a eu plein d'erreurs là, dans le développement de ce produit-là qui a fait que ça n'a pas été un succès commercial. Pourquoi, dans les grandes lignes, pourquoi ça n'a pas été un succès?
On voulait... Souvent, c'est que pour nous, ce qu'on a appris, là, c'est que des fois, tu tombes vraiment en amour avec ton idée. Puis vu que ta première idée a marché, t'as comme un espèce de bias que tout va marcher, tu sais. Fait qu'on avait comme un petit peu une arrogance que tout ce qu'on allait faire allait marcher, combiné au fait qu'on voulait aller vite. Fait que tu sais, le smoothie, on l'a testé, on le vendait à 10 clients, on prenait les feedbacks, on l'a itéré, on a fait des démos, on a changé le produit puis le packaging genre 5-6 fois peut-être là, avant d'arriver à quelque chose qui a eu un succès commercial. Puis là, on avait cette nouvelle idée-là, puis on a comme pensé que ça marcherait du premier coup. Fait que là, on a investi dans le packaging, dans les listings, on a lancé ça partout au Canada, mais sans avoir eu toutes ces rondes-là d'itération pour arriver à avoir un bon produit qui répond à un vrai besoin et que le monde sont prêts à payer ce prix-là puis tout ça. Fait que c'est une combinaison de on a été trop vite parce qu'on avait une arrogance de penser que ça marcherait du premier coup. Ouais, c'est ça, un misfit un peu... Mais tu sais, moi j'ai vraiment une croyance que n'importe quelle idée, si tu l'itères assez longtemps, va être un succès commercial. OK. N'importe quelle idée. Mais il faut que tu lui donnes assez de temps, puis que tu sois assez à l'écoute, puis que tu la perfectionnes, que tu l'itères. Puis des fois, ça peut dire tu la transformes énormément, là. Mais c'est que là, on n'y a pas donné le temps à cette idée-là de faire ces itérations-là pour que ce soit un succès commercial. Puis à un moment donné, tu arrives à un point où ça fait 1 an et demi, beaucoup d'argent que tu mets derrière, t'as pas les ressources où tu te réalises que c'est plus une priorité d'itérer sur cette idée-là, fait que tu fais juste la tuer. OK, ouais, je comprends. Mais nous, quand on tue des idées, c'est parce qu'on n'a plus les ressources ou le focus pour continuer de l'itérer. Mm-hmm. Mais j'ai une croyance que si on continuait, puis tu l'itères jusqu'à temps que ça marche, ça va tout le temps finir par marcher. Mais oui, parce que l'idée en soi n'est pas mauvaise. Non. Là. Puis est-ce qu'éventuellement, il y aurait possibilité d'un retour des produits de ce genre-là ou pas vraiment? Dans le fond, ce qu'on s'est rendu compte avec cet épisode-là, c'est qu'Evive était dans notre ADN une compagnie de smoothie. Puis ce qu'on pensait, c'est qu'Evive était une compagnie d'aide alimentaire. Fait qu'on se voyait pouvoir aller très large, tu sais, dans les soupes, les repas, les pizzas, pourquoi pas, tu sais. Mais c'est trop large, tu sais, pour une marque comme Evive, tu sais, le consommateur, il nous associe vraiment au smoothie, puis c'est vraiment, pour le moment, notre terrain de jeu. Fait que notre innovation, maintenant, on la fait dans ce terrain de jeu-là. Puis ça veut pas dire qu'on fait juste des smoothies en cube. Là, on a travaillé super bien, l'équipe a super bien travaillé sur des smoothies en smoothie pops. Oui, délicieux. Comme des Mr. Freeze, mais hyper santé. On travaille sur d'autres trucs. On a lancé un malaxeur portatif. Mais on est encore dans notre univers. Exact. Ouais. Puis il y a beaucoup de choses à faire. On s'est rendu compte qu'en ayant ce focus-là, ça amenait beaucoup de clarté. Parce que quand tu peux faire des pizzas, des plats congelés, des suppléments, là, c'est comme, tu vas où? T'sais, tout est une opportunité. Ouais. Là, c'est vraiment, on comprend notre carré de sable. Ouais. Fait qu'on reste dans fruits, smoothies, c'est frais, c'est rafraîchissant. Le matin. Rafraîchissant. Très intéressant. Puis, parlons un peu de l'industrie agroalimentaire, justement. Vous êtes reconnu comme étant des produits très santé. Tu sais, les ingrédients que vous utilisez sont réellement tous bons quand on regarde la liste de produits. Props to you, c'est très cool, mais justement... Props to Claudia. Props to Claudia. Mais justement, est-ce que ça amène des défis, tu sais, parce qu'au niveau du prix, les compétiteurs se situent où? Le consommateur le comprend-tu, ça? Je pense que oui. Puis on l'a vu parce qu'on a vu des compétiteurs arriver puis partir. Puis ça a été vraiment intéressant de le voir parce qu'on a vu en 18-19, il y a un compétiteur qui est rentré au Canada, il est rentré par la grande porte, là, dans toutes les épiceries. Toutes les épiceries en même temps. Smoothie en cube écrit en gros sur le paquet. Je me souviens. Nous, on est là, on a genre 5$. On est comme, on sait pas ce qu'on fait. On n'est pas capable de faire nos cubes. On est comme, c'est fini. On va se faire comme... On s'est fait bypasser, là. C'est fini, là. Mais on continue nos petits trucs, tu sais, puis on continue nos affaires, puis... Un an plus tard, tu sais, on voit pas nos ventes diminuer pantoute, là. Les trucs continuent de progresser, puis un an plus tard, ce joueur-là fait juste disparaître. Puis, en rétrospect, je pense que le consommateur est vraiment beaucoup plus... comment je dirais ça? Il est beaucoup plus... il est raffiné, conscient que ce qu'on avait comme... Nous, on pensait que c'était vraiment le prix, puis tu sais, d'avoir les facings, d'avoir la distribution, mais à la fin de la journée, c'est vraiment le consommateur. Puis tu sais, quand tu goûtais les deux produits,
eux, ils étaient faits avec du jus puis de la purée. Tu sais, c'était liquide, il n'y avait pas aucun nutriment. Tu sais, c'était un smoothie en cube, mais c'était pas du tout ce que nous, on faisait. Tu sais, nous, on prend des ingrédients entiers, on les malaxe, on les pasteurise pas, on les surgèle. Ça donne une expérience comme si tu le faisais à la maison. Tous les autres compétiteurs au Canada, aux États-Unis et qui sont actuellement sur le marché, ils utilisent la purée puis des jus parce que c'est vraiment facile à faire. Tu fais juste mélanger des jus puis de la purée puis tu le mets en cube. Nous, on source tous les ingrédients. Il faut trouver une façon de les malaxer à grande échelle. C'est pas dans un Vitamix. Fait qu'il y a eu beaucoup d'investissements machine pour être capable de faire ça versus juste mélanger des jus. Est-ce que vous considérez que étant un produit surgelé, tu joues dans une branche où, tu sais, oui, il y a des défis, mais ça reste que ton aliment, une fois qu'il est congelé et tout, tu sais, il reste frais, il reste bon. Est-ce que tu considères que tu joues dans une branche facile à ce niveau-là ou t'es comme, hey non, genre, les produits et tablettes, c'est vraiment plus facile, les bar down? Parce que je me dis... Il n'y a rien de facile, mais tu sais, je pense que si tu veux avoir... Ce qui aide à avoir un succès commercial, c'est de faire quelque chose quand même un peu unique au niveau manufacturier. Si n'importe qui a l'idée d'aller dans ta catégorie peut trouver un co-packer qui va faire, exemple, les bar-tendres. Si tu veux lancer une bar-tendre de main protéinée, en 2 mois, tu vas avoir ton produit dans tes mains, tu vas être capable de commencer à le vendre. C'est super facile. Parce qu'il y a plein de co-packers qui peuvent faire le produit. Il y a peu de barrières à l'entrée. Après ça, tu vas te différencier sur ta marque, tes valeurs nutritives, tout ça. Fait que tu veux faire quelque chose qui est assez différent. Puis ça, faut que tu te tapes la job de comment je vais le fabriquer. T'sais, comme nous, je t'ai parlé, ça a pris 4 ans à trouver comment faire le produit. Ouais. Ça te donne une barrière à l'entrée. Après ça, quelqu'un qui veut commencer rapidement, dire « OK, moi, je rentre dans un smoothie en cube, OK, je vais mélanger des jus puis de la purée, puis je vais les mettre dans telle machine, whatever. » Fait que je pense que d'avoir un différenciateur sur ton produit, quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'il y a déjà sur les tablettes, c'est immensément important. Oui, c'est un avantage. Oui, c'est compliqué au mais début, c'est ça, trouver une façon de le faire. Que ce soit pour des projets de démarrage, de croissance, d'acquisition ou de relève, Evol offre du financement adapté pour les entreprises d'impact. Mais ce qui fait notre distinction, c'est notre accompagnement personnalisé. Dans le but de soutenir les entreprises à propriété diversifiée et inclusive, Evol allie financement, accompagnement et services complémentaires. Aujourd'hui, on prend un nouvel élan. Evol, financer le changement. Mais c'est un peu comme tout ça en affaires. On dirait qu'il faut avoir un rythme lent, mais aller vite quand c'est le temps. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu sais, comme l'idéation était longue, tu as testé plusieurs choses, de t'aller une étape à la fois. Première machine ne marche pas, on revient. On repart, tranquillement, pas vite. Versus, tu sais, mais en même temps, nous, comme consommateurs ou autour, on a l'impression que ça a été super rapide, là. Tu sais, on a l'impression que ça a été vite puis que ça a grossi vite, mais vous avez quand même pris votre temps dans ce processus-là. C'est ça que je veux dire, tu sais, c'est qu'il y a des choses en affaires qu'il faut que tu prennes vraiment ton temps puis que tu fasses les étapes, tu sais, consciemment, puis sur d'autres choses, genre les ventes, il faut que tu ailles vite. Tu sais, là, il faut que tu parles, faut que tu veux dire qu'il y a beaucoup de travail derrière à m'amener, paf, ils ont dû rentrer dans les épiceries, il a fallu que ça... Exact. Ouais, je comprends. Tu sais... Ouais. Ben, au niveau je comprends 100%. Quelque chose de... Je suis d'accord parce que, puis tu sais, si tu vas trop vite, comme je parlais de notre compétiteur qui est rentré, lui, il avait les moyens, il avait du cash. Là. Il avait vendu une autre entreprise avant, il avait plein d'argent. Lui, il a dit, j'ai le produit, j'en ai fait venir, je sais pas combien de containers, je rentre partout. Walmart, Loblaws, partout. C'est pas compliqué, là. Lui, il paye, il a les contacts. Mais c'est trop vite parce que le produit n'était pas raffiné. Il n'était pas encore, il n'avait pas fait tous ces cycles d'itération pour être sûr que le prix était bon, la saveur était bonne, la nutrition, tout était bon, le brand était bon. Fait que flop, puis tu perds plein d'argent, tu sais. Exact. Mais non, c'est clair. Mais nous, à un moment donné, à un certain moment, en 2020, on avait la fabrication, les ventes étaient bonnes, les vélocités étaient bonnes, on avait bâti notre e-commerce, tu sais, beaucoup d'indicateurs étaient verts, tu sais. Ça faisait, dans le fond, 5 ans qu'on avait commencé. Puis là, t'es comme, là, c'est le temps. On accélère. On lance partout. On lance aux États-Unis. On accélère dans l'e-commerce. Fait que là, on a fait une ronde de financement pour avoir plus de moyens financiers. Puis là, comme tu dis, on a comme pesé sur le gaz, engagé pas mal de monde. Puis là, c'était full speed ahead. C'est ça. Il y a des moments, en tout cas, c'est dur à gager par contre. Il faut que tu te plantes une couple de fois pour voir ton pace. C'est une question d'opportunité des fois, j'imagine. Ben, puis tu vois, avec nos repas que je te parle, là, on est
trop vite. T'sais. Exact. On a dépensé trop d'argent trop rapidement avant de faire. Mais c'est ça. Puis là, aujourd'hui, on va en faire d'autres des erreurs. Là, parce que oui. Mais là, on est vraiment careful de dire comme est-ce que l'idée ou le produit ou l'idée de lancer dans tel territoire, est-ce qu'on est au stade de peser sur le gaz ou de tester, d'éterrer avant de peser sur le gaz? Fait que je suis vraiment à l'écoute de ça. C'est toujours le questionnement en entreprise. Là. En tout cas, c'est pas facile. Puis, est-ce que tu peux nous dire, en tant que consommateur, nous, qu'est-ce qu'on sait pas du domaine agroalimentaire que, tu sais, toi, depuis que tu as rentré dans cette industrie, c'est comme un boom de « Oh my God, les gens savent pas ça, mais c'est fou. » Il y a tellement de tricherie. Là. De tricherie? Il y a tellement de tricherie. Genre, la tricherie, c'est quoi en agroalimentaire? Le monde écrive n'importe quoi sur leur paquet. La réalité, c'est qu'il y a très peu de... Moi, je pensais que Santé Canada ou je sais pas qui, la FDA, whatever, qui surveillait, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans les usines, puis ce qui est mis sur les emballages. Puis c'est vrai à un certain niveau, là, ils font un travail, mais ça peut pas être partout. Puis il y a beaucoup de choses que le consommateur ne sait pas. Des ingrédients qui sont déclarés d'une certaine façon, mais tu sais, qu'en réalité, c'est d'autres choses. Comme je vais donner un exemple. Oui, c'est ça, on aime ça. Je vais donner un exemple. Mettons, là, tous les produits keto, ils utilisent l'érythritol, qui est comme un sucre d'alcool. Puis, ils vont écrire fait à partir de maïs. T'sais, érythritol fait à partir de maïs. Là, tu te dis, pas si pire, ça vient du maïs. T'sais. Mais après ça, tu regardes comment l'érythritol est fait, puis t'es loin en Moses du maïs. C'est un sucre d'alcool. C'est fait parce que ça te donne le goût sucré. C'est un ingrédient chimique. C'est de la chimie des aliments pour donner au consommateur la perception de sucré, mais sans les calories. Puis comme consommateur, il faut vraiment que tu sois à l'affût de tout ça parce que l'industrie va manipuler plein d'affaires pour te donner le bon feeling de goût, mais sans les calories, sans le sel, sans whatever, qu'est-ce que... Fait que c'est pas juste l'industrie qui est evil, c'est aussi le consommateur qui veut payer pas cher, que ça goûte sucré, que ça goûte vraiment fantastique avec des arômes et tout ça, mais que ça ait l'air santé. Fait que quand je parle de tricherie, c'est une perception que le truc est santé, mais qu'il l'est pas vraiment. Finalement, c'est quasiment ça que le consommateur veut. C'est comme ça qu'il veut, mais c'est comme ça qu'il veut, dans le fond. Peut-être qu'il y a bien des consommateurs qui veulent pas le savoir, qui veulent juste avoir l'impression. C'est parce que finalement, après ça, tu leur présentes un produit plus dispendieux, qui est réellement meilleur, peut-être, mais ils sont comme, là, c'est trop cher, j'achèterai pas ça. Mais ça reste que tu as une partie des consommateurs qui sont bien éduqués par rapport aux saines habitudes de vie, puis qui, eux, voudraient vraiment la vérité. Puis, j'ai envie de savoir, vous, Claudia et toi, dans votre dynamique, qu'est-ce que vous consommez à l'épicerie? Est-ce que c'est comme qu'on achète le moins transformé possible? C'est quoi que ça a apporté comme changement de découvrir tout ça? C'est sûr qu'on achète vraiment moins transformé. Puis, je pense que si tu veux pas te faire avoir un petit peu par le packaging, qui te donne des impressions d'être santé, c'est sûr que moins tu es transformé, mieux ça va être. On achète pas tout le temps bio, mais quand même le fruits et légumes pas mal tout le temps bio. Puis ouais, des trucs transformés, ça va être, mettons, du tofu ou des trucs quand même assez simples. Puis on cuisine, on cuisine quand même beaucoup. Ouais, que la transformation est pas trop loin. Plus que tu as de transformation, plus parce que là, moi, ma question, c'est, tu sais, le maïs que tu parlais, les produits chimiques, est-ce que, non, ils n'ont pas de sucre, mais ils sont cancérigènes, finalement? Ben, c'est que c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui sont nouveaux. OK, fait qu'on sait pas encore, mettons. On sait pas encore. Puis là, tu vois, l'érythritol, je le prends comme exemple parce qu'il y a un article qui est sorti, des études qui sont sorties sur le fait que peut-être que ça causerait des problèmes cardiaques. Tu vois. Mais tu sais, c'est comme combien de temps ça va prendre? Puis dans le fond, on est un petit peu tous des guinea pigs de ces ingrédients-là qui sortent de laboratoire, ultimement. Puis que là, l'industrie sont comme « Wow! Enfin! Un ingrédient qui donne le sucre, mais pas les calories. Hey! C'est fantastique, ça règle mon problème. Moi, j'ai besoin de faire un produit sucré, mais les clients veulent pas de sucre sur l'étiquette ou ils veulent pas de calories. » Fait que, il y a de l'érythritol, mais il y en a 25, là, des produits là, comme ça, là. Puis ça, c'est juste une des catégories. Fait que, tu sais, je pense que c'est comme... je pense que c'est ça, ultimement, le warning sign. C'est que, tu sais, ces ingrédients-là, il y en a beaucoup qui sont nouveaux, que oui, ils sont approuvés par Santé Canada et FDA, mais c'est quand même assez récent. Puis quand tu en consommes en excès, quel va être l'impact? Même si tu avais l'impression de bien manger parce que, hey, c'était écrit keto sur le paquet. Ouais, c'est ça. Ben... C'est tellement d'éducation. C'est beaucoup d'éducation. Fait que...
Fait que c'est ça. Tu sais, nous, on mange pas parfait. On achète aussi des produits transformés de temps en temps. Claude est complètement vegan depuis peut-être proche de 10 ans. Moi, je suis plus flexitarien, mais si je mange de la viande, des poissons, majorité du temps, je vais m'assurer que ce soit comme élevage local. Mais c'est pas parfait, tu sais. Mais non. Faut pas virer fou non plus. Puis est-ce que ça représente un enjeu chez Evie, en le sens où vous choisissez de pas ajouter d'ingrédients? Tu sais, je les ai regardés, les listes d'ingrédients dans vos smoothies, puis il n'y a rien que je reconnais pas. Là. Mais c'est que nous, on est nos premiers clients, dans le fond. On en consomme à chaque jour. J'en donne à mes enfants. Fait que, tu sais, quand on développe un produit, tu sais, oui, on pourrait sûrement avoir des goûts encore plus punchés ou... en utilisant des petits trucs de l'industrie, là, tu sais, puis on commence à les connaître, là, les petits trucs de l'industrie, les différents ingrédients qui ont l'air pas si pire sur une liste d'ingrédients, mais que dans le fond, tu sais, c'est pas terrible. Mais non, on a nos premiers clients, puis tu sais, nous, il va rester aligné avec qu'est-ce qu'on consomme. C'est des ingrédients entiers, qui sont nutritifs, qui ont qui ont de la fonctionnalité, puis qu'on sait la provenance des fruits et des légumes. On pourrait payer tellement moins cher nos intrants en achetant nos fraises et nos framboises en Asie. Mais il y a tellement eu de problèmes de neurovirus, puis de ci, puis de ça, de produits qui venaient de l'Asie, parce qu'on ne connaît pas tellement leur procédure d'agriculture, tout ça. Fait qu'on achète des producteurs presque toujours en Amérique du Sud, centrale ou Nord, ou Europe, puis qui ont une très bonne historique, puis qu'on connaît, là. Fait que le sourcing est super important. Ça part de là, la qualité du produit. La qualité du produit, clairement. Puis, c'est quoi, là, on change un peu de sujet, mais à ce jour 2024, c'est quoi votre plus grand défi en entreprise? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est une question nébuleuse. Tu peux choisir la direction que tu veux. Ben, je te dirais qu'on vient de traverser un très gros défi chez Vive, là, après 2020, bon, on retourne à l'histoire. Là. Ouais. En 2020, là, le COVID est arrivé, lockdown. Nous, on avait un e-commerce depuis 2 ans qui allait bien. Puis là, le monde sont tous poignés chez eux. Ils veulent manger santé, booster leur système immunitaire. Nos ventes ont explosé. C'était la folie furieuse. Puis ça a amené des gros challenges opérationnels parce qu'il fallait livrer toutes ces commandes-là. Mais c'était en même temps une période super excitante parce que tu travailles tellement fort pour aller chercher, aller chercher de nouveaux clients, faire connaître ta marque. Puis là, c'était comme... Ça arrivait, là, plus qu'on pouvait en desservir, tu sais. Je me rappelle, après 1 mois et demi, tu sais, que des lockdowns, on avait arrêté nos campagnes publicitaires parce qu'on était comme, les clients qu'on rentre là, on va pouvoir juste les livrer dans 2 mois. Fait que, tu sais, tant qu'à ça. Oh, ouais. Ouais, on va pas... mais c'est sûr. Le monde se sont mis comme... C'était quasiment de la magie, là, cette affaire-là. Nous, c'est quand on a réouvert. Puis, tu vois, moi, j'avais le feeling que c'était parce qu'on avait été fermé 3 mois. Mais je me rends compte en écoutant tout le monde parler de leur expérience de la COVID, puis c'est pas ça du tout, là. C'est vraiment les gens, ils étaient... consommateurs... ils étaient pognés à la maison, fait qu'ils voulaient consommer tout, là. C'est ça. Fait que moi, j'étais vraiment certaine que c'est parce qu'on avait été fermé, mais non, je me rends compte en parlant avec plein de gens que c'est pas ça, là, qui s'est passé. Fait qu'il y a eu un boom pour bien des industries après. Puis ça a créé une espèce de faux baseline de « Ah, c'est rendu ça mes ventes, tu sais, c'est rendu ça mon marché, ou whatever ». Puis nous, on a structuré pour « OK, c'est rendu ça notre nouveau baseline, c'est rendu ça nos ventes e-commerce ». Puis là, on peut juste... Là, on croit à partir de là. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Quand le monde a commencé à travailler et qu'en parallèle, on s'est fait frapper par l'inflation, fait qu'il a fallu passer des augmentations de prix, là, nos ventes ont diminué quand même substantiellement. Fait que là, on a dû faire quand même beaucoup de réorganisation pour que ça se tienne, parce qu'on avait engagé des grosses dépenses pour subvenir à cette croissance-là. Puis ça, il y a beaucoup d'entreprises qui ont vécu ça. Je suis sûr qu'il y a du monde qui ont vécu des trucs similaires. Et bâtir des nouvelles usines, tu sais, tout ça. Puis là, les trucs reviennent à la normale. Nous, c'est revenu à la normale, mais c'était quand même revenu à un stade plus haut qu'avant les lockdowns. On s'était fait beaucoup découvrir tout ça. Mais on a dû vivre ce gros pivot-là. Mais c'est surtout, je pense que vous avez engagé beaucoup de personnes quand vous êtes allé chercher votre ronde de financement. Est-ce que ça a inclus des mises à pied? Oui, c'est ça. On a fait deux vagues de restructuration pour que financièrement ça se tienne, dans le fond. Ben oui, parce que là, on brûlait de l'argent à un rythme non viable. Fait qu'on là, fallait revenir à la profitabilité. Fait qu'on a fait beaucoup de changements. On était aussi aux États-Unis, on vendait en ligne aux États-Unis.
On avait plusieurs dizaines de milliers de clients aux États-Unis, mais c'était un trou à cash parce qu'on avait des problèmes logistiques, parce que les coûts d'acquisition avaient beaucoup augmenté avec les iOS updates puis tout ça. Fait qu'on a décidé de fermer les États-Unis après avoir mis beaucoup d'énergie là-bas. Fermer les États-Unis au niveau e-commerce, mais on est resté dans les épiceries. OK, c'est ça, j'allais demander. On est encore dans les épiceries. Fait qu'on a eu beaucoup de décisions comme ça pour dire comme, OK, c'est où qu'on brûle l'argent, comment qu'on fait pour, dans le fond, ramener de la profitabilité. Fait que ça a été un gros exercice bien douloureux parce que nous, pendant 8 ans, 7 ans, on avait juste fait de la croissance. C'est ça. Ouais. Puis pour vrai, dans ma tête, c'était ça. Ça continuait de croître tout le temps, infini, genre. Fait que ça a été un bon apprentissage. C'est des cycles, puis ça nous a vraiment renforcés comme entreprise. C'est clair. Est-ce que tu as nommé vite les mises à pied? Ça, l'humain dans l'entrepreneuriat, est-ce que c'est quelque chose de difficile pour vous? Tu sais, c'est quoi la dynamique? Bien, c'est sûr que c'était pas des moments agréables, mais on était vraiment proche de notre équipe, puis en tout cas, dans toutes les rencontres, le feeling que ça me donnait, c'est « wow, le monde, ils comprennent, genre. Ils catchent que, c'était pas facile. » Puis je pense, I guess qu'on tenait quand même les gens informés, de qu'est-ce qui se passait. Parce que les gens, en grande majorité, pas totalité, mais comprenaient. Puis j'ai pas senti beaucoup d'amertume. Puis en général, ces discussions-là finissaient quand même bien. Puis c'est tout du monde qui se sont super bien replacés. Par après. Mais c'est sûr que c'est la merde, là, faire ça. Puis passer à travers ça, c'est... Ben, je pense que ça a été le cas de... C'est ce que beaucoup d'entreprises ont vécu, là, tout ce que tu viens de décrire, les employés le comprenaient. Tu sais, j'écoutais il y a pas longtemps un podcast avec le CEO de Airbnb, puis lui, en pleine pandémie, on comprendra qu'il a dû faire beaucoup de mises à pied. Puis tout le monde comprenait, tout le monde était juste comme triste de devoir partir, mais le monde n'était pas fâché, ils sont comme, on comprend, il n'y a plus de business, pas que là, vous, c'était pas qu'il n'y a plus de business, là, vraiment pas, mais les employés... il y a de la business qui était là, qui n'est plus là, that's for sure, puis il faut que tu t'ajustes. Fait que ça nous a fait beaucoup grandir, ouais. Écoute, le meilleur est à venir. Merci tellement de t'être déplacé en studio. C'était vraiment le fun. Et là, on a envie de plonger les auditeurs dans le processus de fabrication de vos roulettes, qui est votre produit principal. Alors, qu'en pensez-vous qu'on se déplace à l'usine? Ah, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Parfait, on y va. On est où, Claude? On est à l'usine de Evive Nutrition. Mon Dieu qu'on est excités! On vient enregistrer ici aujourd'hui. On va découvrir les coulisses de comment le smoothie Evive est fait, comment leurs rondelles sont fabriquées. On va aussi rencontrer le deuxième propriétaire de Evive Nutrition. C'est fort excitant tout cela. Suivez-moi. La première étape avant d'entrer dans l'usine était de signer différents formulaires ainsi que de se revêtir de l'équipement nécessaire. Avec sarrau, masque coiffe, couvre-chaussures, on était prête à entrer dans l'usine d'Evive Nutrition. Ces normes d'hygiène sont extrêmement importantes dans le domaine agroalimentaire et la tenue de travail des membres de l'usine doit être irréprochable. À notre entrée dans une usine, 2 dernières étapes de normes d'hygiène s'imposaient. On s'est lavé les mains en profondeur et nos pieds se sont trempés dans une mousse désinfectante. Assez jasé de normes d'hygiène, on peut maintenant plonger dans la fabrication des produits. Lors de notre visite dans l'usine d'Evive Nutrition, c'est les rondelles du smoothie pur qui étaient en production. C'est donc à travers la fabrication de celle-ci que nous allons vous plonger aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons visité la salle de préparation des fruits et légumes. C'est ici que Dominique nous a expliqué que jusqu'à 10 000 livres de quantité de fruits et de légumes sont préparés tous les jours. Comme le smoothie pur comprend beaucoup de mangue, c'est le fruit qui était en préparation lorsque nous avons visité cette salle. Puis, direction par une autre salle dédiée à la préparation des produits en poudre et des graines, incluant la poudre de matcha, des graines de chanvre, des graines de chia, de la menthe séchée, du sel de mer et bien d'autres. Par la suite, on passe à une étape bien intéressante, celle où les produits sont mélangés. Comme Dominique nous l'a expliqué, on fait affaire ici à un géant malaxeur. Comme mentionné précédemment, lors de notre visite, c'est le smoothie pur qui était en préparation. Le malaxeur avait donc déjà commencé son travail avant notre arrivée, mais nous avons eu le plaisir d'assister à la préparation de nouvelles quantités. Tous les ingrédients sont donc déposés dans le malaxeur et ce dernier se referme. Le résultat est un mélange parfaitement crémeux, prêt à être déposé dans les rondelles. Passons donc à la fameuse étape de création des cubes de smoothie. De loin, mon étape favorite, tout simplement parce que c'est vraiment satisfaisant.
Ici, le mélange des smoothies est déposé dans les rondelles. Les smoothies Evive se consomment principalement par leurs emballages sous forme de rondelles. Ces petites rondelles de plastique recyclable comprennent 8 cubes de smoothie, une purée concentrée. Les rondelles sont entreposées au congélateur. Lorsque vous souhaitez consommer un smoothie, il suffit de sortir une rondelle encore congelée, la passer sous l'eau pendant 5 secondes pour démouler. Mettre 8 cubes dans un mélangeur, ajouter une tasse de lait d'avoine, d'eau ou de jus, puis mélanger et déguster. En bref, c'est entre autres ces petites rondelles, un produit breveté par les fondateurs d'Evive qui font de leurs produits un smoothie si facile à consommer. La dernière pièce qu'on a découverte était le géant congélateur. Laissez-moi vous dire qu'à ce point-ci, si je pensais avoir froid, j'avais pas encore vraiment froid. Dans ce congélateur, il fait moins 20 degrés Celsius. Comme on était à l'intérieur, on dirait bien qu'une partie de moi ne suspectait pas que mes doigts et mes mains pouvaient se congeler en 3 minutes dans son congélateur. Je m'étais trompée parce que mes doigts étaient en souffrance en sortant de cette salle. Bref, dans ce congélateur, on retrouve 250 000 sacs de rondelles de smoothies Evive qui attendent d'être expédiés. En route vers notre point de départ, on a passé devant le pont de chargement où les grands camions viennent récupérer les palettes de produits Evive Nutrition. Nous voilà de retour à la salle où nous nous étions initialement revêtus d'une tenue, ma foi, très mignonne. Retirer cet équipement indiquait la fin de notre visite de l'usine d'Evive Nutrition. À l'arrivée chez Evive Nutrition, on se sentait carrément comme dans Business Insiders. L'usine dispose d'une capacité de production de 100 000 smoothies par jour. On doit avouer que c'était fascinant de découvrir les coulisses de la production de ces produits. Il y a même une petite partie de nous qui se sentait émue face à l'ampleur de cette chaîne. Sachant que Dominique et Claudia ont démarré Evive il y a 8 ans et demi, on se met dans leurs chaussures le temps d'un instant et on réalise qu'ils se méritent un grand bravo. Evive Nutrition, c'est une entreprise manufacturière de produits agroalimentaires québécois, entièrement composée de vrais fruits et légumes, débordant de super aliments, sans sucre ajouté, ni agents de conservation et tellement plus. Ils ont révolutionné la consommation de smoothies et mettent vraiment l'accent sur la qualité de leurs produits. Un grand merci à toute l'équipe d'Evive Nutrition de nous avoir accueillis dans votre univers. C'est un privilège pour Chloé et moi d'avoir pu visiter votre usine. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.